Malte a vendu sa nationalité pendant plus de 10 ans et ça lui a rapporté 1,4 milliard d'euros. Malte est un État membre de l'Union européenne, donc son passeport est un passeport européen. Le tarif, lui, il était affiché noir sur blanc. Il fallait verser 600 000 euros au fonds public du pays, acheter sur place un bien immobilier d'au moins 700 000 euros et donner 10 000 euros à une association. Tu payais, tu attendais 1 ou 3 ans selon la somme et tu ressortais citoyen européen. Tu récupérais le passeport, la libre circulation dans 27 pays et le droit de vote. Hurrah! Sur ce total, les 600 000 euros de contribution étaient perdus d'avance. Les 700 000 euros d'immobilier, eux, restaient dans ton patrimoine. C'est cette partie-là que les acheteurs comptaient comme un placement et pas comme un prix. C'est aussi celle qu'ils ont immobilisée dans un pays qui a fermé le programme. Le 29 avril 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé ce programme contraire au droit européen. L'affaire a été jugée par la formation la plus solennelle de la Cour et personne ne peut faire appel de cette décision. Malte a fermé son programme 3 mois plus tard. La condamnation a fait les gros titres. Ceux qui avaient déjà payé attendent encore de savoir ce que vaut ce qu'ils ont acheté. Quand tu achètes une nationalité, tu crois acheter un document, mais en fait, tu achètes une décision politique. Et cette décision n'appartient pas à celui qui encaisse ton virement. Il existe aujourd'hui des passeports parfaitement authentiques, délivrés par de vrais États qui ne servent plus à ce pourquoi leurs propriétaires les ont payés. Personne ne les a annulés, ils sont tout simplement devenus inutiles. Et le pays qui pose le plus gros problème en ce moment n'est ni une île des Caraïbes, ni un archipel du Pacifique. C'est un membre de l'Union européenne et il a changé ses règles pendant que les gens attendaient leur tour. On mélange tout le temps deux produits différents. Le premier s'appelle la résidence par investissement. C'est ce qu'on connaît sous le nom de visa doré. Tu places de l'argent dans un pays, ce pays te délivre un titre de séjour et tu deviens résident. Tu n'es pas citoyen, tu as le droit d'y vivre et c'est tout. Le second s'appelle la citoyenneté par investissement. Là, tu ne demandes pas le droit d'habiter quelque part. Tu deviens citoyen du pays au même titre que quelqu'un qui y est né. Tu as le passeport, la carte d'identité et le droit de vote. La Cour de justice a séparé les deux dans son arrêt. Elle a relevé que les programmes de résidence supposent une présence physique dans le pays, alors que le programme de citoyenneté qu'elle jugeait n'exigeait quasiment aucune intégration réelle. Les prix non plus n'ont rien à voir. Un visa doré européen coûte aujourd'hui entre 250 000 et 500 000 euros. Au Portugal, il faut 250 000 euros de donation au patrimoine culturel ou 500 000 euros dans un fonds d'investissement agréé. L'immobilier a été retiré de la liste en octobre 2023. Une citoyenneté commence autour de 200 000 dollars dans les Caraïbes et monter jusqu'à 1,3 million d'euros à Malte. Mais il y a un détail qui change tout et il dépend du passeport que tu as déjà. Les visas dorés européens sont réservés aux gens qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne. Si tu es français, personne ne te vendra un titre de séjour portugais ou grec parce que tu as déjà le droit d'y vivre et d'y travailler depuis ta naissance. Cette catégorie ne te concerne pas. Mais l'autre te concerne entièrement. La citoyenneté achetable ne demande pas quel passeport tu possèdes déjà. Un Français peut acheter un passeport caribéen demain matin au même tarif qu'un Chinois ou un Nigérien. Et souvent pour les mêmes raisons. Circuler autrement, détenir un second document ou ne pas dépendre d'un seul État. Et c'est exactement la catégorie sur laquelle l'Europe vient de poser une date de fin. Si tu tapes ces programmes dans un moteur de recherche aujourd'hui, tu tombes sur des pages qui vendent encore des choses qui n'existent plus. Des cabinets d'immigration affichent toujours des grilles tarifaires pour des programmes qui n'existent plus. Sur le Portugal, plusieurs sites professionnels annoncent la nationalité après 5 ans de résidence, alors qu'une loi a porté ce délai à 10 ans en mai 2026. Sur ce marché, l'information est produite par ceux qui vendent. Personne n'est payé pour mettre à jour une page quand le produit disparaît. Notre histoire commence au début des années 2010. Plusieurs pays européens sortent de la crise financière avec des caisses vides et des marchés immobiliers qui se sont complètement effondrés. Ils cherchent donc des capitaux étrangers, vite et sans emprunter d'argent. Ils trouvent une solution qui ne leur coûte rien, puisqu'elle consiste à vendre quelque chose qu'ils produisent gratuitement. Et cette chose, ce sont les nationalités. Le Portugal ouvre son programme en 2012. Chypre suit, Malte lance le sien en 2013, la Grèce, l'Espagne, la Hongrie, la Bulgarie et l'Irlande s'y mettent aussi. Et ça fonctionne super
super bien. Le mécanisme est simple pour l'acheteur. Tu as un formulaire, un prix, un délai et un interlocuteur officiel. Tu vires de l'argent sur un compte de l'État et tu reçois un document de l'État. Tout se passe devant notaire et devant avocat. La plupart des gens qui entrent dans ces programmes ont des raisons banales d'y participer. Un entrepreneur libanais veut pouvoir sortir de son pays sans demander un visa 3 mois à l'avance. Une famille sud-africaine veut un plan B pour ses enfants. Un investisseur chinois veut pouvoir déplacer une partie de son patrimoine hors du système bancaire de son pays. Ces gens-là ne fraudent pas. Ils achètent une option qu'ils espèrent ne jamais utiliser. Une industrie entière se construit autour de ces programmes. Des cabinets se spécialisent, des avocats se positionnent, des agences de relocation ouvrent des bureaux à Dubaï, à Londres et même à Shanghai. Les États viennent eux-mêmes tenir des stands dans les salons professionnels. Ces intermédiaires travaillent à la commission et cette commission sort de ton investissement, pas de la marge du vendeur. Côté État, l'argent va quelque part de très identifiable. À Malte, une partie des contributions alimentait un fonds national qui finançait la santé, l'éducation ou encore les infrastructures. C'est l'argument que le pays a défendu jusqu'au bout. Il ne bradait pas sa nationalité, il finançait ses hôpitaux. Malte compte à peu près autant d'habitants que la ville de Marseille et les 1,4 milliard d'euros encaissés représentent plusieurs points de sa richesse annuelle. Donc je pense que tu l'auras compris, personne ne s'arrête volontairement quand l'argent rentre à ce rythme. En mars 2022, le Parlement européen adopte pourtant une résolution qui demande la suppression progressive des programmes de citoyenneté par investissement d'ici 2025. Et le texte ne s'arrête pas là. Il demande aussi d'encadrer les visas dorés, ceux que tout le monde considère comme inoffensifs en estimant qu'ils posent des problèmes de sécurité. Et le vote de cette résolution est sans appel. 595 voix pour et 12 voix contre. Il ne se passe rien. Les programmes continuent de tourner, les États continuent d'encaisser et pendant ce temps, le même produit se vend beaucoup moins cher de l'autre côté de l'Atlantique. 5 États des Caraïbes vendent leur nationalité depuis des décennies. Antigua et Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Christophe et Niévès et Sainte-Lucie. Le tarif d'entrée y est longtemps resté à 100 000 $. Pour ce prix, tu obtenais un passeport en quelques mois sans jamais mettre les pieds sur l'île avec un accès sans visa à une bonne partie du monde. Et pour ces pays, ces programmes rapportent énormément d'argent. C'est une des premières sources de revenus de l'État, dans des économies où le tourisme fait presque tout le reste. Le 20 mars 2024, les chefs de gouvernement de 4 de ces États signent un accord commun. Sainte-Lucie les rejoint quelques mois plus tard. Ils s'engagent à durcir les contrôles, à partager leurs informations et à fixer un prix plancher. À compter du 1er juillet 2024, plus aucune citoyenneté ne peut être vendue en dessous de 200 000 $. Quelle que soit la formule choisie, le prix a doublé. Aucun de ces 5 pays n'avait envie d'augmenter ses tarifs. Un État qui vit de ses recettes n'a aucun intérêt à réduire son flux de clients. Ils l'ont fait parce que l'Union européenne et les États-Unis regardaient leur programme de très près. Et parce que ce qui était en jeu dépassait largement le prix du passeport. Et ce qui était en jeu, c'était l'accès sans visa à l'Europe. Le prix d'un passeport caribéen n'a donc été fixé ni par un marché, ni par un coût de production, ni même par les États qui le vendent. Il a été fixé par la pression de 2 puissances qui n'achètent rien et ne vendent rien. Et un détail dit tout de la façon dont ce marché fonctionne. Antigua et Barbuda a obtenu 30 jours de délai supplémentaire et les dossiers déposés avant l'échéance ont conservé l'ancien tarif. Il y a donc eu, à l'été 2024, une ruée de dernière minute pour acheter une nationalité avant que son prix ne double. Personne n'a rien fait d'illégal dans cette histoire. Des gens ont simplement fait la queue pour acheter un passeport en promotion. Sauf que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le 10 juillet 2026, les chefs de gouvernement des 5 pays se sont réunis en urgence à la Dominique. Le premier ministre d'Antigua et Barbuda a expliqué publiquement pourquoi. La Commission européenne, encore elle, leur a demandé formellement d'arrêter complètement la vente de leur citoyenneté avant le 1er juin 2028, avec une période de transition de 2 ans. Et ces passeports sont toujours en vente aujourd'hui. Les sites qui les proposent fonctionnent normalement. Les tarifs sont affichés et les délais sont annoncés. Et l'Union européenne a demandé qu'on y mette fin. Les 5 pays refusent bien évidemment. Ils ont adopté une position commune et préparent une mission diplomatique à Bruxelles. Le Premier ministre d'Antigua a rappelé que ces programmes sont une des premières ressources de son État et qu'on ne peut pas les supprimer sans dire par quoi les remplacer. Il a raison sur le fond. Et ça ne change rien au problème de l'acheteur. Quelqu'un qui vire 200 000 $ ce mois-ci achète un passeport dont l'Union européenne a déjà demandé la disparition pour 2028. Et un autre vendeur, à l'autre bout du monde,
avait déjà découvert ce que valait ce genre de garantie. Le Vanuatu est un archipel du Pacifique de 300 000 habitants, à 11 000 km de Bruxelles. Il lance son programme de citoyenneté par investissement en 2015. Le principe est le même qu'à Malte, en beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Tu fais une donation au gouvernement et tu obtiens le passeport en quelques semaines. Ce passeport avait un argument de vente qui comptait plus que tous les autres réunis. Il donnait accès à l'espace Schengen sans visa. Et c'est ça que les gens achetaient. Ils ne payaient pas pour une île du Pacifique qu'ils n'ont souvent jamais visitée. Ils payaient pour se rendre en Europe sans visa. Eh bien, cet accès n'existe plus. Le Vanuatu n'a rien fait. Il n'a ni fermé son programme, ni annulé un seul passeport, ni modifié ses conditions. C'est le Conseil de l'Union européenne qui a suspendu l'accord d'exemption de visa. Une première fois partiellement en mars 2022, puis totalement par décision du 8 novembre 2022, entré en application en février 2023. En janvier 2025, un règlement européen a retiré définitivement le pays de la liste. Le Conseil a motivé sa décision par un seul chiffre. Le taux de refus des demandes de citoyenneté au Vanuatu était extrêmement faible. Presque tout le monde était accepté. Ce taux de refus quasi nul a suffi à mettre en doute la fiabilité de l'ensemble de l'examen de sécurité. Ce passeport n'est pas tombé à cause d'un scandale, il est tombé à cause d'une statistique administrative. La suspension ne s'est pas faite d'un coup. L'Union a commencé par retirer l'exemption à une partie des passeports seulement, avant de l'étendre à tous les détenteurs quelques mois plus tard. Entre les deux décisions, le Vanuatu a continué de vendre. Pour celui qui possède ce document, le changement se constate à un guichet d'aéroport. Le passeport ouvre toujours près de 100 pays. Il n'ouvre plus celui pour lequel il avait été acheté. Il n'existe aucun recours. Un accord d'exemption de visa se signe entre deux États et l'acheteur, lui, n'a jamais rien signé. Tu ne peux pas contester une décision prise dans un accord dont tu ne fais pas partie. Alors mets-toi à la place de quelqu'un qui a payé. Son passeport est valable, il est authentique, il est reconnu partout dans le monde. Le pays qui lui a vendu a rempli sa part du contrat dans les délais annoncés. Aucun tribunal ne dira jamais qu'il s'est fait escroquer. Et pourtant, la seule chose pour laquelle il a payé a complètement disparu. Si tu trouves que ce genre de mécanisme mérite d'être expliqué plutôt que résumé en 3 lignes, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, car je te sors ce type de décryptage toutes les chaînes. Et n'oublie pas de liker la vidéo non plus, car ça permet de la montrer à d'autres personnes qui en auraient besoin. Maintenant, ce que je viens de te décrire, l'Europe l'a aussi fait à l'intérieur même de ses terres. Revenons à Malte. En 2020, la Commission européenne attaque officiellement Malte et Chypre pour non-respect du droit européen. Chypre ferme son programme la même année après un scandale de presse. Mais Malte tient bon. Le pays défendait une position solide. Chaque État décide seul qui devient son citoyen. Et aucun traité européen ne dit le contraire. Les 26 autres n'ont pas à se mêler de la façon dont Malte choisit ses citoyens. L'affaire finit devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le 29 avril 2025, la Cour rend son arrêt. Elle donne tort à Malte. Et son raisonnement est plus intéressant que sa conclusion. La Cour ne parle pas de morale. Elle reconnaît d'ailleurs qu'un État reste libre de fixer ses conditions de naturalisation. Elle dit qu'un État membre qui naturalise quelqu'un ne prend pas une décision qui le concerne seulement. En donnant sa nationalité, il donne aussi la citoyenneté européenne, donc le droit de s'installer dans 26 autres pays qui n'ont pas été consultés. Elle en conclut que la citoyenneté de l'Union ne peut pas résulter d'une transaction commerciale. Malte doit s'y plier rapidement, sinon la Commission peut demander des amendes. Le pays abroge son programme en juillet 2025. Le calendrier des mois qui suivent ne laisse aucun répit au secteur. Le 3 avril 2025, l'Espagne supprime son visa doré. Le programme avait fonctionné 12 ans et il avait surtout servi à soutenir un marché immobilier sinistré par la crise de 2008. Les titres déjà délivrés restent valables, mais plus aucune nouvelle demande n'est acceptée. Ceux qui préparaient leur dossier depuis des mois ont appris la fermeture en même temps que tout le monde. L'Irlande avait déjà fermé son programme en 2023. Le Royaume-Uni avait fermé le sien en 2022. Les Pays-Bas et la Bulgarie ont fait pareil. En 3 ans, la moitié du marché européen a disparu. Reste la question que se posent les gens déjà engagés. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Pour les nationalités déjà accordées, la réponse est plutôt rassurante. Un passeport délivré reste un passeport délivré. Et personne ne retire sa nationalité à quelqu'un qui l'a obtenu légalement sous les règles en vigueur à l'époque. Mais pour les dossiers en cours au moment de la fermeture, c'est une autre histoire. Une nationalité déjà accordée est acquise pour de bon. Et une règle nouvelle ne revient pas dessus. Une demande en cours n'est pas un droit, c'est une demande.
et elle peut mourir avec le programme qu'il a porté. Ce qui décide de ton sort n'est donc pas la somme que tu as versée, c'est la date à laquelle ton dossier a été enregistré. Un seul grand programme européen reste ouvert aujourd'hui, et c'est celui qui produit la situation la plus difficile à croire dans toute cette histoire. Le Portugal n'a jamais vendu sa nationalité directement. Il vend un titre de séjour et ce titre permet ensuite de demander la nationalité. C'était son argument de vente et il était imbattable. Tu investis, tu obtiens ta résidence, tu passes 7 jours par an au Portugal et au bout de 5 ans, tu peux te demander à devenir portugais. Des dizaines de milliers de personnes sont entrées dans ce programme sur cette promesse-là. Mais le 18 mai 2026, une nouvelle loi portugaise a changé les règles de la nationalité. La durée de résidence exigée pour pouvoir la demander est passée de 5 ans à 10 ans. Le délai a doublé. Il existe une protection. Les demandes de nationalité déposées jusqu'au 18 mai 2026 restent examinées sous les anciennes règles. Le tribunal constitutionnel portugais avait retoqué une première version du texte, notamment sur ce point. Si tu avais déjà déposé ton dossier de nationalité, tu es couvert. Si tu avais investi sans avoir encore atteint tes 5 ans, tu n'avais rien déposé du tout. Et personne ne t'a encore expliqué si les années que tu as déjà passées sur place comptent ou s'il faut tout recommencer. Le gouvernement portugais dispose de 90 jours pour publier le règlement qui doit clarifier toute cette histoire. Ces 90 jours ont commencé à courir le 19 mai. Au moment où je te parle, le règlement n'est pas encore sorti. Et les gens engagés ne savent pas encore aujourd'hui s'il leur reste 2 ans ou 10 ans à attendre. Leurs dossiers sont traités par une agence publique portugaise et cette agence applique un ordre de priorité. En octobre 2025, devant le Parlement, pendant le débat budgétaire, le ministre chargé du sujet a expliqué publiquement quel était cet ordre. Il a dit que le gouvernement avait traité d'abord les personnes les plus vulnérables, puis les ressortissants des pays de langue portugaise, puis les gens séparés de leur famille. Après tout cela, il restait une dernière catégorie, laissée volontairement pour la fin pour une raison d'équité sociale. Cette catégorie, je te le donne dans le mille, ce sont les visas dorés. Ceux qui paient le plus sont servis en dernier. Et le ministre l'a formulé comme ça devant les députés. Un gouvernement a parfaitement le droit de décider que le regroupement familial passe avant un investisseur. Le problème n'est pas là. Il est dans ce que cette priorité produit une fois combinée au reste. Ton délai vers la nationalité a doublé. Tu ne sais pas si tes années passées comptent. L'administration qui doit te répondre t'a placé en dernier et elle l'a dit publiquement. La même agence avait inscrit 85 millions d'euros de recettes dans son budget en comptant précisément sur les taxes de ces dossiers-là. Elle avait budgété l'argent des gens qu'elle traitait en dernier. Et pendant que le ministre expliquait ça au Parlement, le président de la République portugaise disait l'inverse. En promulguant la loi, il a insisté sur le fait que les années d'attente ne devaient pas être perdues à cause de la lenteur de l'État. Ces deux déclarations sont officielles, publiques et séparées de quelques mois. L'une dit que la lenteur de l'État ne doit pas te pénaliser. L'autre dit que tu passes après tout le monde. Si tu as regardé un de ces programmes de prêt, tu n'as rien fait d'idiot. Ils sont légaux, ils sont vendus par des États et les brochures sont très bien faites. La question n'est pas de savoir si c'est sérieux. Elle est de savoir ce qui reste de ton investissement quand la règle change pendant que tu attends. C'est le type d'arbitrage que je traite avec mes clients et j'ai mis en description une vidéo qui répond aux questions qu'on me pose le plus souvent sur ma façon de travailler. Je te la mets en description et en commentaire épinglé. Il reste une question que personne n'a tranchée dans cette histoire. Et elle ne concerne ni le Portugal ni Malte. Ces 4 histoires se ressemblent trop pour être des accidents. Aux Caraïbes, des gens ont payé 100 000 $ pour un passeport dont le prix a doublé et qui pourrait ne plus exister en 2028. Ce ne sont pas les îles qui ont voulu ça, c'est la pression de l'Europe et des États-Unis. Au Vanuatu, des gens ont payé pour entrer en Europe. Ce n'est pas le Vanuatu qui a supprimé cet accès, c'est le Conseil de l'Union européenne. À Malte, des gens ont payé pour un passeport européen. Ce n'est pas Malte qui leur a retiré, c'est la Cour de justice européenne qui a jugé que Malte n'avait pas le droit de le vendre. Au Portugal, des gens ont payé pour devenir portugais en 5 ans. L'agence n'a pas doublé le délai, c'est le Parlement portugais qui l'a fait. Dans les 4 cas, le vendeur a livré. Et dans les 4 cas, l'acheteur a perdu ce qu'il achetait. Et toujours dans les 4 cas, celui qui a décidé n'avait aucun contrat avec l'acheteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que tu achètes n'est jamais le document. C'est la valeur que le monde extérieur accepte de lui reconnaître. Cette valeur ne t'est vendue par personne,
donc personne ne te la garantit. Un passeport acheté est le seul actif à 6 chiffres dont le prix est fixé entièrement par des gens qui ne t'ont rien vendu et qui ne te doivent rien. Et quelque chose d'autre s'est produit pendant que tout le monde regardait les programmes fermés. L'Organisation de coopération et de développement économique a examiné plus de 100 de ces programmes, un par un. Elle a publié la liste de ceux qu'elle considère comme présentant un risque élevé d'être utilisés pour déclarer une résidence fiscale qui n'est pas la vraie. Quand tu ouvres un compte à l'étranger, tu signes un document qu'on appelle une auto-certification. Tu y déclares toi-même le pays où tu es résident fiscal. La banque transmet ensuite tes soldes et tes revenus à ce pays-là automatiquement une fois par an. Tout le système repose sur cette déclaration que tu écris toi-même. Un passeport acheté permettait d'y inscrire le nom d'un pays qui ne demanderait jamais rien à personne. L'organisation a fermé cette possibilité. Elle a posé une règle qui s'applique désormais à ta banque. Une institution financière ne peut pas se fier à une déclaration de résidence fiscale qu'elle sait ou qu'elle a des raisons de savoir inexactes. Le jour où tu présentes un de ces passeports pour ouvrir un compte, tu déclenches une procédure écrite que ton interlocuteur n'a pas le droit d'ignorer. Il doit poser des questions supplémentaires, réclamer des preuves de présence réelle et il peut décider de déclarer tes comptes à plusieurs pays en même temps. Le document que ces gens ont acheté pour se simplifier la vie les fait maintenant repérer plus vite. Il ne règle même pas la question pour laquelle beaucoup l'ont acheté. Changer de passeport ne change pas où tu es imposable. Et le pays qui vend le mieux cette confusion, c'est Dubaï. Est-ce qu'il y a vraiment derrière l'impôt à 0% dans ce pays? Je te l'ai raconté juste ici. Je te dis à tout de suite.